Merci bien, Elena. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. C'est c'est vraiment un grand plaisir d'être ensemble, même si de loin, comme on a déjà dit. Mais je trouve qu'il y a un aspect positif, au moins, et peut-être vous l'avez remarqué, vous allez le remarquer quand je vous le dirai, c'est que le bon côté de se voir par écran interposé, c'est qu'on peut voir nos sourires et qu'on peut regarder nos expressions, parce qu'avec les masques, ça ne se fait plus. Alors moi, j'apprécie le côté des Zooms, parce que là, on peut encore voir le visage euh, dans sa totalité. Et je trouve que ça, c'est très, très agréable. Donc voilà, c'est un plaisir de voir vos beaux sourires et de pouvoir échanger justement ensemble et de profiter de cette matinée. Je me présente rapidement. Mon nom, c'est Elsa Cotti. Je suis responsable du ministère auprès des enfants au niveau dans le jargon adventiste, on dit la division intereuropéenne. Pour ceux qui ne sont pas accros, c'est la région intereuropéenne qui comprend 12 pays d'Europe centrale et du Sud. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir justement interagir avec autant de différences et de richesses. Euh, je suis personnellement de quatrième génération adventiste et quatrième génération de pasteur. C'est-à-dire que euh, c'est une lignée qui va loin. Mais comme je suis aussi grand-mère, et ben, dans notre famille, on est à la sixième génération adventiste. On essaye de faire notre mieux pour pouvoir continuer à transmettre le message, euh, à faire part de nos croyances, de notre foi. Et je suis consciente que ce n'est pas toujours facile, donc j'apprécie votre présence parce que cela montre que vous avez un souci, vous avez un intérêt euh, qui est celui de beaucoup de parents, beaucoup d'animateurs, etc. Et donc, peut-être ce matin, on va essayer d'avoir quelques pistes en plus et quelques informations en plus. Et donc, ce sera un plaisir aussi d'être ensemble. Alors, mon sujet de ce matin, c'est les natifs du numérique et l'évangile. Donc, comment les comprendre, parler avec eux et comment partager avec eux. Mais d'abord, j'aimerais faire un petit test avec vous. Nous sommes, comme a dit Elena, nombreux de différents pays. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a en bas de votre écran, il y a aussi les réactions. Donc, ça veut dire que si vous cliquez dessus, il y a la possibilité de lever la main ou bien de faire des différentes petites icônes. Alors, je vais poser une question. Je vais vous demander d'abord de répondre à cette question avec justement le pouce levé. La première question, c'est combien d'entre vous êtes de naissance du pays dans lequel vous habitez. Donc, si vous êtes suisse, si vous êtes français, si vous êtes ou n'importe, parce que je ne connais pas tous les pays. Donc, mettez le pouce levé si vous êtes de naissance du pays dans lequel vous habitez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, déjà une bonne moitié. Alors, je suppose que les autres, donc, alors maintenant je demande à ceux qui ont levé leur pouce de l'enlever, et maintenant je demande aux autres, bien sûr, vous êtes des immigrants, vous êtes des étrangers, disons, dans le pays dans lequel vous habitez. Alors, oui, du fait, je devrais lever ma main aussi, parce que moi aussi, je suis étrangère dans le pays dans lequel j'habite. Alors, juste vite, si possible, on essaye de répondre. Donc, rappelez-vous d'ouvrir le micro éventuellement. Pour ceux qui sont immigrants, en un mot, comment vous définiriez votre situation?
pour ceux qui sont immigrants, donc pour ceux qui vivent dans un pays étranger à leur nationalité, disons. Ne soyez pas timide. Quel est votre sentiment? Oui. Bon, alors, si vous voulez, je me lance. Bah, bien. Alors, je m'appelle Ruth, je suis originaire de l'Espagne et je suis dans la région suisse maintenant. Et c'est vrai que, voilà, si c'est à niveau personnel que vous parlez, bah, il manque la famille, il manque l'entourage, il manque les habitudes, il manque le pays, enfin. Oui, on est content d'être ici parce que c'est normalement par choix qu'on va ailleurs, mais c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Ok. Et quelqu'un d'autre a une autre opinion? Merci Ruth pour ce partage. Par rapport à l'intégration. Je suis dans le même partage que Ruth. Oui. Je m'appelle Elisabeth. D'abord, je viens, bon, je suis née aux États-Unis, mais la plupart de ma jeunesse, c'était à Puerto Rico. Et voilà, je suis ici en Belgique maintenant. Mais je me sens entourée, je me sens, malgré que ma famille me manque, mais je me sens accueillie ici. Et voilà, je me sens bien. Je suis intégrée, je me sens intégrée dans la culture belge. Alors, merci Elisabeth aussi pour ton retour. Alors, tu as bien dit, tu te sens intégrée, mais tu ne peux pas dire d'être belge, parce que tu n'es pas belge. Je ne suis pas belge. comme Ruth n'est pas suisse, et comme moi, je ne suis pas suisse. Donc, disons qu'il y a une certaine différence, justement, même si on est bien entouré, on est content, les personnes nous apprécient, si on se sent bien, si on a acquis une certaine mentalité, etc. Malgré tout ça, on n'est non, on n'est pas des autochtones. Alors, c'était pour introduire justement l'idée que je veux partager avec vous ce matin à propos des natifs du numérique. Alors, je vais partager mon écran. Et ensuite, voilà. Est-ce que vous le voyez? Voilà, je vais essayer. Alors, okay. Excusez-moi, juste encore un petit détail que je dois. Voilà. Alors, les natifs du numérique contre ou bien versus entre les quoi? Ce sont les immigrants justement du numérique. Quels sont les natifs du numérique qui appartiennent au monde ou au pays, disons, à la nation des natifs du numérique? Alors, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas d'hier, c'est quelque chose qui commence déjà depuis quelques années. En fait, disons, le tout commence autour des années 2000. Et justement, il y a une nouvelle génération. Cette nouvelle génération est justement une génération qui n'a jamais connu un monde sans Internet. Et vous me direz, on n'y avait jamais pensé, ou bien on y avait pensé, oui, effectivement. Donc, ce sont une génération de personnes qui ne savent même pas imaginer comment était le monde avant Internet. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez ce que c'était, pour d'autres, probablement non. Mais tous, maintenant, que nous le voulions ou pas, nous sommes insérés et nous sommes dans le monde numérique, dans le monde Internet, et grâce à ça, nous sommes là connectés aujourd'hui. Donc, c'est grâce à ce grand système que nous pouvons avoir ce genre de rencontres. Donc, on apprécie beaucoup. Mais c'est vrai qu'on bouge différemment dans ce monde numérique.
du fait justement que probablement nous sommes soit des natifs, soit des immigrants. Alors, nous allons essayer de le comprendre au cours de cette présentation. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous, si j'y arrive, partager avec vous une petite vidéo. Donc, on a donné à des enfants de 2000, donc cette vidéo est de 2015, donc c'est déjà il y a 6 ans de ça, mais on a donné à des enfants d'une classe, etc. On leur a montré des outils numériques des années 90. Et je vous invite à suivre et à comprendre comment ils interagissent avec ces objets. Ça, c'est quoi ça? On entend le son, hein? On dirait que c'est une décharge électrique. C'est un jeu vidéo. Ah oui, c'est un jeu. Un jeu de cartes. Sais-tu? Moi, je pense que ça et ça va entrer, ça va ensemble. C'est des boîtiers de CD. À mettre les CD. Ok, ouais, ça c'est une mini cassette. C'est pour faire des photos. Comme ça, tu vois rien. Une carte qui sert à comme payer des choses, aller à la banque. Je sais pas. Ouais, ça c'est pour mettre un iPod. Mais parce que j'ai jamais vu ça là. Un jeu de billes. C'est une manette. Ouais, c'est une souris. C'est une souris. Ah, je sais c'est quoi. Ça c'est quoi ça? Oh, attends, je pensais que c'était une bug. Oh, 4, 3, 1. Oh, c'est un film. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je crois que c'est une vidéo. Et en plus, c'est centre. Une cassette ou un DVD? Ça, c'est un CD. C'est un CD. C'est un CD? Oui, c'est un CD. Ah oui, c'est comme ça. Ah, Oh, cool. ok. Tu mets le truc, tu le tournes, après tu appelles. T'as pas besoin de numéro. Tu fais comme ça. C'est un téléphone, mais qu'il est vraiment vieux. Je sais pas trop. Un tapis. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette vidéo, il y en a pas mal qui tournent. On m'entend, oui? Oui, ok. Il y en a pas mal qui tournent sur le net, sur la toile. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est quand même seulement 30 ans. Je ne vais pas vous demander si vous vous rappelez ces objets, mais ça pourrait être une façon de délimiter si vous êtes alors, est-ce que voilà, ça pourrait permettre la différence, de voir la différence entre si vous êtes des immigrants ou des natifs du numérique.
Alors, vous aimeriez savoir probablement quelle est la différence. Alors, je vais partager avec vous cette information. Pardon. Voilà. Alors, on part de loin parce que, bien sûr, les générations, comme vous savez, les différentes générations dont on parle passent dans le temps et à travers plusieurs expériences. Nous avons tout d'abord les baby boomers qui sont nés entre 1946 et 1965. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la génération X, et qui est entre 65 et 80. Ensuite, nous avons les Xennials qui sont entre deux, c'est-à-dire entre 1977 ou 77 et 1983. Et ensuite, nous passons à ce qu'on appelle les Millennials ou la génération Y, qui sont nés en 1982 et qui arrivent en 1994. Et la génération Z, ce sont ceux qui sont nés donc, un petit peu après, entre 1997 et 2015 environ. Et nous avons la génération Alpha, et ce sont ceux qui sont nés entre 2010 et 2021. Donc, en gros, nous avons environ 80, même pas un siècle entre les différentes générations. Et vous voyez qu'on en a 6. Donc, ça veut dire quand même que les générations sont assez proches d'une certaine façon. Alors, comment les définir? Nous avons des baby boomers jusqu'au Xennial environ. Nous avons ce qu'on appelle les immigrants du numérique. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, vous êtes les immigrants du numérique. Si vous êtes entre, je dirais 1980, je serai un peu plus généreuse, jusqu'en 2021, vous êtes des natifs du numérique. Alors ça vous place déjà dans votre façon de vous rapporter à tout ce qui est numérique et tout ce qui est la gestion de ce monde. Essayons d'abord de rencontrer les autochtones. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comprendre qui sont ces personnages. Alors, le nom et le mot et la définition natif du numérique a été conçu ou créé par un certain monsieur Prensky, vous en avez probablement entendu parler. Il en a parlé dans son article. Il a été le premier en 2001 de parler en anglais, Digital Natives and Digital Immigrants, donc les natifs du numérique et les immigrants du numérique. Ça fait déjà 20 ans. Donc, vous comprenez que c'est une entière génération qui est déjà passée, pratiquement. Et comme je disais au début, justement, on a une génération où, et c'est à partir de 2001, où on n'a pas l'idée d'imaginer un monde sans ordinateur, sans Internet, sans portable, sans tous les outils que nous avons et que nous utilisons. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils sont? Alors, pour les autochtones, donc les natifs du numérique, le monde numérique leur est totalement naturel. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas d'autre idée que de dire, bon, bah, si j'ai besoin de quelque chose, je vais sur Internet, et je regarde et je cherche et j'analyse, etc. Ils sont nés dans un monde où la technologie évolue à un rythme toujours plus rapide. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours plus vrai au fur et à mesure qu'on invente des nouveaux objets numériques. Vous avez vu, il y avait les floppy disks qui sont devenus des petites cassettes et ensuite, maintenant, on n'en a même plus parce qu'on a les disques durs portables, enfin, on a les clouds, on a plein de choses différentes. Donc, ça évolue constamment, ça tourne très vite. Mais pour eux, c'est assez normal. Donc, ils ne se sentent pas plus mal que ça. Et ils se branchent les uns avec les autres et avec le monde par des outils numériques, justement. Donc, ils ont le téléphone, ils ont le portable, l'ordinateur. Et c'est pour eux, disons, la façon de vivre, la façon de se rapporter. C'est la façon de se connecter. En fait, je dirais que pour nous, et bien sûr, je suis une migrante numérique, pour nous adapter à ce monde a été très difficile aussi dans ce moment de pandémie. Pour nos enfants, ça a été assez facile, du moins pour ce qui est l'interaction. Après, bien sûr, les autres choses ont été difficiles parce que
Pour ceux qui ont dû faire les études à distance, etc., ça devient plus compliqué parce qu'il manque la relation directe. Mais en ce qui concerne la relation avec le numérique, pour eux, c'était facile. Alors, qu'est-ce qu'un immigrant? Pourquoi ça n'avance pas? Bon. Qu'est-ce qu'un immigrant numérique? Alors, ça va avancer. Non, j'ai un souci, il n'avance pas. Ça, non. Trop vite. Alors, un immigrant numérique est quelqu'un qui, justement, n'est pas numérique par nature ou par naissance. C'est-à-dire que nous savons comment était la vie avant Internet, nous savons comment était la vie avant les ordinateurs, nous savons comment était la vie avant les portables, que pour téléphoner, on avait besoin d'avoir ce truc-là un peu bizarre, il fallait tourner, on ne sait pas trop comment, nos enfants se demandent comment on a pu les utiliser. Et tout ce petit monde très, très intéressant, mais très limité d'un certain point. Donc, nous sommes nés dans un monde pré-numérique et nous nous sommes adaptés à Internet et à tous ceux qui l'accompagnent. Donc, par exemple, pour bien comprendre et pour comprendre la différence, si pour pouvoir classer vos messages, vos courriels, etc., vous avez besoin encore de les imprimer, de les classer dans des dossiers concrets, je dirais, vous êtes des immigrants numériques. Si vous avez besoin de téléphoner peut-être à la personne à laquelle vous avez envoyé un email pour vous assurer qu'elle a bien reçu votre courriel, vous êtes des immigrants numériques. Il y en a aussi, disons, c'est vraiment l'idée, on a besoin de se rassurer parce qu'on n'a pas toute cette confiance dans ce système, on a encore des doutes, enfin, on est un petit peu incertain dans du système. Alors, quelles sont les caractéristiques de la génération de la toile, donc des natifs numériques? Et on va aller un peu plus dans les détails. Tout d'abord, ils ont besoin de liberté dans ce qu'ils font. Et ils n'aiment pas les cadres. Ils utilisent la technologie pour se frayer un chemin et trouver ce qui correspond à leurs besoins. Donc, il n'y a pas de limite pour eux. Et c'est vrai quelque part, parce que quand ils entrent dans le net, dans la toile, il n'y a pas de limite. Ils peuvent aller de l'autre côté du monde en quelques secondes, peuvent aller chercher des informations, aller se connecter, etc. Donc, c'est vraiment la liberté absolue. Ce qui comporte aussi des soucis. Ce matin, j'ai décidé de ne pas parler des soucis. Je parle seulement de ce qui est la réalité. Les soucis, on pourra en reparler une autre fois, mais il y en a malheureusement et plusieurs. Mais ils ont besoin justement d'avoir la possibilité d'accéder à beaucoup d'informations le plus rapidement possible, avec le plus de précision possible, si jamais la toile leur donne les bonnes informations. Parce que quelquefois aussi, il y a ce petit souci de ne pas toujours avoir les informations correctes. Mais ils sont capables aussi de faire la différence. Ils font des croisements, ils font des informations, ils les mettent ensemble et à la fin, ils arrivent à retrouver ce dont ils ont besoin. Ensuite, un autre aspect, ils aiment personnaliser et adapter. Donc, nous, on a fait avec, pendant des années, avec des téléphones tout à fait normaux, on a fait avec des télés qui n'étaient pas interactives, avec une télé qu'il fallait aller se lever pour appuyer le bouton pour changer la chaîne. Donc, pour eux, maintenant, c'est quoi? C'est la télé en demande, donc c'est le choix absolu, la liberté absolue encore, l'adaptation, on peut regarder ce qu'on veut, quand on veut, au moment où on veut, etc. Donc, et ça agrandit les possibilités. Et ils ont ce besoin et ils veulent changer le monde dans lequel ils vivent et ils veulent le personnaliser. C'est-à-dire, je n'aime pas ça, je veux le changer. Ça, quelque part, ça pourrait porter aussi à une sorte de frustration parce qu'on ne se rend pas compte qu'on ne peut pas toujours tout changer. Et on ne peut pas toujours faire les choses comme on voudrait et avoir les choses qu'on voudrait. Donc ça amène après cette sorte de tension quelque part pour disons, s'intégrer aussi dans la vie quotidienne. Un autre aspect, c'est qu'ils scrutent par nature. C'est-à-dire,
qu'ils sont très attentifs à tout ce qu'ils voient en ligne. Donc, dans tous les sens, ils sont très attentifs et ils évaluent beaucoup, ils examinent et attendent toujours plus. Ils ont besoin vraiment de l'up-to-date, donc de la mise à jour constante de tous les appareils qu'ils ont, de tout ce qu'ils voient, de tout ce qu'ils écoutent, de tout ce qu'ils lisent. Donc, ça les amène dans une certaine frénésie quelque part. Mais c'est leur façon de vivre. Pour nous, c'est très fatigant. Pour eux, c'est la normalité. En même temps, ils cherchent l'intégralité et la transparence. L'intégrité, pardon. L'intégrité et la transparence. Donc, ils vivent dans une ère de transparence radicale, alimentés par des outils sociaux et numériques. C'est-à-dire que du fait qu'ils peuvent être connectés, ils peuvent immédiatement savoir si quelqu'un leur dit quelque chose qui correspond, ou bien on est en train de leur dire quelque chose qui n'est pas correct ou n'est pas exact. Donc, ils peuvent tout. Alors, il y en a certains, ils ont interrogé certains ados, ils ont dit que pendant qu'ils sont, par exemple, à un service de culte et que le pasteur est en train de parler de quelque chose, s'ils sont intéressés, ils prennent leur portable, ils googlent et ils vont chercher les informations pour se rendre compte si le pasteur est en train de dire quelque chose qui correspond ou bien s'il n'est pas en train de raconter des histoires, etc. Donc, de notre côté, il faut veiller à ne pas faire de fausses promesses ou des exagérations dans les messages que nous donnons. Parce que pour eux, c'est important justement de dire les choses comme elles sont et d'être transparent et de ne jamais les tromper d'une façon ou d'une autre. Et pour les engager, il faut que nous apprenions et que nous tenions compte de ces aspects. Donc, de cette transparence et de ce besoin justement d'intégrité et de voir la réalité et les personnes comme elles sont et ce qu'on dit correspond aussi à la vérité. Ensuite, ils cherchent le divertissement dans l'éducation et dans les expériences sociales. C'est-à-dire, ils apprennent à travers le jeu, ils apprennent à travers les actions, ils apprennent à travers les interactions. Et les interactions, ce ne sont pas en personne. Très souvent, ce sont des interactions par les moyens numériques. Donc, ça peut être un attel ou un portable, ou bien ça peut être un iPad, ça peut être un ordinateur. Donc, les statistiques disent que le 82% des enfants entre 2 et 17 ans a accès régulier aux jeux vidéo. Et ce sont parfois des jeux, et parfois assez souvent, ce sont des jeux interactifs, c'est-à-dire qu'ils sont sur la toile avec d'autres et ils jouent contre quelqu'un que parfois ils ne connaissent même pas. Ça, c'est les nouveautés, la façon d'interagir. Donc, il faut intégrer le fait que le jeu fait partie de leur vie. C'est-à-dire pour eux, presque on pourrait dire la vie est un jeu. Et ça encore, ça apporte du bon et du mauvais, bien sûr. Donc, mais c'est quelque chose dont nous devons tenir compte. Parce que si nous voulons les rejoindre et nous voulons entrer dans leur monde et les impliquer dans d'autres aspects, et dans notre cas, l'aspect religieux, nous devons tenir compte de cet aspect. Et la norme pour eux, c'est la culture participative, c'est-à-dire on fait les choses ensemble. On a besoin de partager. Et ils ne sont pas inspirés par l'apprentissage passif. C'est-à-dire que si on commence à leur raconter des choses, à leur faire des trucs seulement en racontant, en parlant, et le classique enseignement frontal, c'est quelque chose que pour ces générations-là, c'est barbant comme pas possible. Et c'est quelque chose qui ne les rejoint pas plus que ça. Alors, un autre aspect encore, c'est qu'ils souhaitent et s'attendent à être en collaboration et en relation. Donc, ils sont en constante collaboration déjà avec leurs amis et avec les personnes. Donc, par les réseaux sociaux, les jeux vidéo par multi-utilisateurs, le partage de fichiers, des textos. Et ils recherchent l'influence et les conseils et les expériences des autres à la minute près. C'est ça la rapidité que j'entendais tout à l'heure. C'est rapide. J'envoie un texto, 3 secondes après, je veux avoir la réponse. Et on est là, on dit, ah, pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi il me dit, pourquoi? Il est où? Et parce que c'est ça, c'est dans l'interaction, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin que l'autre me réponde, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de partager, d'avoir des informations, d'avoir des confirmations, etc. Et bien sûr, les réseaux sociaux
là aussi encore, ça a du positif et ça a du négatif. Aujourd'hui, vous voyez, vous savez bien sûr, vous connaissez tout ce qu'on appelle maintenant les influencers. Donc, c'est ceux qui ont une certaine influence sur les adolescents, sur les jeunes, sur le monde entier, je dirais. On a des gens qui font des tonnes d'argent seulement du fait qu'ils sont sur la toile et qu'ils créent ces liens et qu'ils sont là et ils se mettent en vitrine, etc. Et ça, c'est ce que nos adolescents voient, nos jeunes et nos enfants voient. Donc, c'est se mettre en vitrine quelque part. Ensuite, ils attendent et exigent la rapidité. Tout doit aller vite. Il faut des informations instantanées, la communication rapide. Ils sont rois du zapping multimédia. L'instantanéité, l'immédiat est nécessaire pour eux. Parce qu'ils sont dans un monde qui bouge constamment. Le temps est beaucoup plus, disons, passe plus rapidement, quelque part. Donc, pour eux, c'est très important d'avoir cette possibilité, justement, de communication rapide. Ils poursuivent aussi activement l'innovation. Ça veut dire qu'ils remplacent leurs jouets technologiques ou leur téléphone avant qu'ils ne soient vieux, parce qu'il y a la nouveauté qui est sortie, et dans ça, il y a certaines, je ne sais pas les noms, mais il y a certaines compagnies qui sont champions de nouveautés tous les ans, etc. Et ils inventent quelque chose de nouveau pour que ce qui est passé, ce qui est de l'année dernière est déjà vieux. Ils ont aussi de nouveaux gadgets pour leurs nouvelles fonctions, donc ils aiment avoir des nouveautés, des choses, et encore ils en parlent entre eux, donc ça fait, si mon copain là, moi je ne peux pas ne pas l'avoir, si mon copain a cette façon de connecter, je ne peux pas ne pas connecter avec lui de la même façon. Et donc ils recherchent constamment cette innovation, ils en ont besoin, et surtout parce que l'innovation ça les amuse aussi, donc ça fait partie de cette idée de jeu. Et il les aide aussi à collaborer et leur permet d'apprendre de nouvelles choses. Donc, le nouveau Natel ou le nouveau portable, il a des nouvelles fonctions, comment ça fonctionne, je vais devenir accro et je vais être celui qui va être le premier à savoir le maximum de tout. Alors, dans tout ça, de temps en temps, voilà. Comment pouvons-nous les intéresser à l'évangile? Ça, c'est un défi. Et peut-être vous avez déjà pensé dans votre tête, alors que je présentais toutes ces choses, la première chose, moi, je dirais, à faire, c'est de revoir nos méthodes. Parce que notre style et notre façon de présenter parfois date encore peut-être du 19e siècle. Disons, soyons positifs, on est au 20e, mais on a souvent un système de partage, un système de présenter le message, de présenter les récits bibliques avec des styles qui ne sont plus adaptés à ces jeunes. Donc, il faut vraiment revoir nos méthodes. Nous devons aussi changer notre modèle éducatif pour qu'il soit plus participatif et moins passif. Comme je disais avant, ils n'aiment pas le passif, ils n'aiment pas être là à écouter. Donc, imaginez d'être dans une classe d'école du sabbat ou d'être dans un culte ou à une réunion où ils n'ont d'autre chose à faire que d'écouter. Ils ont déconnecté après, je dirais, je suis gentille, après 3 minutes. Ils sont déjà sur leur portable à faire autre chose. Et c'est à nous de nous y adapter. Parce que le message et les choses qu'on a à dire, c'est éternel, donc ça veut dire que ils ne viennent jamais vieux, mais ils doivent être adaptés aux besoins. Et donc, il est nécessaire à nous, les éducateurs, que nous changions, que nous nous adaptions, que nous utilisions des technologies modernes et que les élèves soient des participants intrigués et enthousiastes. Donc, qu'ils aient le plaisir de venir à nos rencontres, qu'ils aient le plaisir d'être ensemble en famille, si on parle de parents, etc., pour que justement ils soient enthousiastes et intrigués plutôt que des apprenants réticents, passifs et non préparés au monde. On ne peut pas se leurrer, on ne peut pas imaginer que nos enfants soient complètement déconnectés de la toile. C'est impossible. On peut vouloir le faire, mais ça n'aura pas un grand succès parce qu'ils seront déconnectés du reste du monde. Et il faut mettre des limites, ça bien sûr, il faut mettre des paramètres, mais on ne peut pas imaginer que nos enfants soient complètement
isolés et que nos systèmes restent ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont, en prétendant ensuite qu'ils soient et qu'ils restent connectés avec nous. Alors, il faut bien sûr combler la fracture entre nous qui sommes des immigrants et des natifs numériques. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. En fait, moi, personnellement, je suis la mère d'un natif numérique, enfin de 2 natifs numériques, mais je suis aussi la grand-mère de natifs numériques. Donc, on est déjà à une 2e génération de natifs numériques. Et ça, c'est important à le remarquer, parce que si déjà on avait quelques soucis, si moi j'avais des soucis en tant que maman, et par rapport à la toile, par rapport à tout ce qui est le numérique, aujourd'hui, mes enfants auront des soucis avec leurs enfants. Parce que la façon et le système, il est là. Il est là. Donc, il faut que ceux qui travaillent avec les enfants acceptent la réalité justement de cette fracture et puis apprennent de ce qu'on cherche à enseigner. C'est-à-dire, essayons de nous dire, on ne sait pas tout et essayons de comprendre quels sont leurs besoins, mais aussi demandons-leur de nous enseigner. Donc, effectivement, se laisser enseigner et accueillir leur expertise. Ils sont experts. Quelquefois, ils sont plus experts que nous. Moi, souvent, j'ai besoin de l'aide de mes enfants pour justement utiliser des systèmes, quel que ce soit. Par exemple, la petite vidéo que je vous ai montrée, j'ai dû demander à mon fils comment faire pour l'avoir disponible. Il a fait ça en 5 minutes. Bon, il est accro de l'ordinateur, donc je soupçonnais qu'il aurait pu le faire assez rapidement. Mais donc, c'est quelque chose qui passe. Je ne suis plus la maman, mais je suis la personne qui a besoin d'être aidée, donc qui a besoin de l'expertise. On ne connaît pas tout, on n'est pas accro à toutes les technologies. Et si on l'admet devant les enfants, ça les encourage à nous montrer peut-être des bons tuyaux, etc., à nous faire la démonstration de leurs jouets technologiques, ce qui est un avantage, et découvrir les moyens d'associer les nouvelles technologies à la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous donne des possibilités, justement, parce que quand on comprend comment ils fonctionnent et quels sont leurs besoins, on peut aller à leur rencontre. Alors, pourquoi ça ne veut pas avancer? Pardon. On va aller comme ça. Voilà. Donc, nous devons entrer dans leur monde. Nous devons demander à nos enfants de nous montrer ce qu'ils font en ligne. Ne pas les laisser seuls dans ce monde. Être avec eux, on ne va pas être constamment dans leur dos, mais de leur demander qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Et ça permet de créer justement une relation et ça permet de contrôler, de pouvoir justement mettre des paramètres et peut-être aussi de contrôler si ça va un peu trop loin. Ensuite, à prendre le temps de s'asseoir et de jouer le jeu avec l'enfant, donc de jouer le jeu réel ou bien de jouer le jeu dans le sens qu'on est avec lui, on essaye de comprendre. Et ensuite, demander à l'enfant de comprendre, par exemple, ses nouveaux jeux, son nouveau gadget, un appareil photo numérique, un smartphone ou un compte de messagerie. Donc, c'est une façon d'entrer en relation, en relation avec eux qui sont justement très relationnels. Ensuite, il faut les rencontrer là où ils sont. Et c'est possible d'avoir une influence sur l'enfant, mais avant, il faut comprendre et bien sûr le respecter dans son monde. Pour comprendre et pour approfondir, donc les millennials, donc c'est la génération des millennials ou les natifs du numérique se distinguent par leur savoir-faire numérique inégalé. Et ils sont également dans une catégorie à part en ce qui concerne l'expérience et la pratique de la foi. Je cours parce que je vois que le temps passe. Alors, selon les recherches de Barna, la lecture numérique des Écritures est le moyen le plus courant pour les natifs du numérique d'allier foi et technologie. Et en fait, beaucoup n'ont plus la Bible, ne vous choquez pas, ils l'ont dans leur téléphone. Et c'est beaucoup mieux parce qu'ils ont la Bible à portée de la main à chaque minute, alors que la Bible, peut-être, elle est dans leur librairie, dans leur bibliothèque à la maison. Donc, regardons-le comme un côté positif. La technologie change la façon dont les millennials s'informent et discutent de leur foi. Ils le font en ligne. La communication en sens unique
n'est pas la manière de vivre la foi pour eux. Ils n'aiment pas qu'on leur dise et c'est tout. Ils ont besoin plutôt d'avoir une interactivité parce que leur foi est interactive. Donc, comme ils sont interactifs dans le monde aussi, leur foi est comme ça. Et tout passe par les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les smartphones. Et ils apportent avec eux à l'église. Donc, tout ceci, c'est leur monde. Et c'est là où nous devons les rencontrer. Donc, en guise de conclusion, nous devons tout d'abord prendre acte que la technologie est là pour y rester. On ne va pas pouvoir dire à partir de demain, il n'y aura plus Internet, il n'y aura plus la toile, il n'y aura pas. Non, elle est là, elle fait partie de notre vie. Donc, il faut la gérer et il faut l'accepter. Il faut faire avec, on dirait. Donc, l'ouverture d'esprit donne la possibilité de combler le fossé numérique. C'est à nous d'avoir l'ouverture d'esprit, de dire voilà, je veux comprendre, je veux mieux comprendre. La compréhension permet d'aider les enfants à naviguer à travers la technologie. Et bien sûr, l'ouverture du cœur permet de rendre nos foyers moins conflictuels et plus harmonieux, où on parle, on partage, où on crée des liens différents. Et la conscience permet d'établir une relation saine avec la technologie numérique et un équilibre adéquat entre nos vies en ligne et nos vies hors ligne. Je suis dans les temps, je crois, Elena. Merci beaucoup. Tout à fait. Bravo, Elsa. Merci pour votre attention. Et j'imagine qu'il y a un moment de questions-réponses.